Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 4 février. À la une de l'actualité, l'Union internationale des chemins de fer salue l'inauguration de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garachbillet, un projet à l'importance stratégique et environnementale et qui place l'Algérie comme acteur majeur du rail en Afrique, selon l'UIC. Une cargaison de 380 bus réceptionnés au port de Djenjen à Djidjel. Il s'agit d'une deuxième vague dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel de renouvellement du parc national. Les détails tout à l'heure. Journée mondiale contre le cancer, la stratégie nationale de lutte contre cette maladie mobilise tous les moyens et tous les efforts, même dans le privé. Nous irons dans un centre spécialisé où des soins gratuits sont prodigués aux patients. Tizi Ouzou. Puis la vieille ville de Meliana, classée au patrimoine architectural et urbanistique arabe par l'ALESCO, une reconnaissance à la forte symbolique de cette région d'une grande valeur civilisationnelle et historique. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, la réunion du gouvernement présidée ce mercredi par le Premier ministre Sefer Eliyev. Le gouvernement a entendu une communication sur le plan de développement des hydrocarbures 2026-2030, lequel constitue un cadre stratégique majeur pour l'évolution du secteur des hydrocarbures et le soutien durable de l'économie nationale. Le gouvernement a également entendu une communication sur le financement par la Banque africaine de développement du projet de création de la ligne ferroviaire Larouat-Ghardaïa-Almnia. Ce projet d'intérêt national s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de modernisation par l'interconnexion et la création du réseau ferroviaire en adéquation avec les méga-projets à haut rendement économique. Le gouvernement a examiné la situation de la nomenclature des projets d'équipement inscrits dans le budget de l'État en vue de procéder à l'assainissement des opérations devenues sans objet, ce qui permettra d'orienter les efforts de l'État vers l'achèvement des programmes en cours présentant un intérêt économique et social avéré. Et le gouvernement a entendu une présentation sur le nouvel aliment destiné aux ovins appelé Sheep Date, un projet innovant issu de la valorisation optimale des rebuts de date. Dans le cadre du suivi de la situation de l'approvisionnement en eau potable des localités connaissant un stress hydrique, notamment dans le sud du pays, le gouvernement a entendu une communication sur le lancement des projets de réalisation des stations de déminéralisation à Tamanrasset et Tindouf, décidé par le président de la République. Et enfin, le gouvernement s'est enquis de l'état d'avancement de l'opération d'importation, de distribution des bus pour le transport public qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République relatif à l'importation de 10 000 nouveaux bus. Dans l'actualité, l'Union internationale des chemins de fer salue l'inauguration de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Garachbillet, une ligne de 950 km desservant le sud-ouest de l'Algérie, notamment la mine de Garachbillet. L'UIC a exprimé ce mercredi son enthousiasme, ses félicitations suite au lancement de ce dernier tronçon à l'importance stratégique et environnementale. Selon l'UIC, la mise en service de cette importante infrastructure démontre le recours à des grands acteurs industriels au rail comme élément d'une stratégie de développement global et respectueuse de l'environnement. L'UIC a ajouté que le rythme rapide qu'a connu le projet met une nouvelle fois en évidence ce qu'il est possible de réaliser lorsque l'ensemble des parties prenantes travaillent efficacement ensemble autour d'une vision commune, remerciant également l'Agence nationale algérienne des études est suivie de la réalisation des investissements ferroviaires, membre d'ailleurs de l'UIC. L'Union souligne que ce projet place l'Algérie comme acteur majeur du rail en Afrique du Nord et en Afrique en général. Je vous invite à écouter le président de l'Union internationale des chemins de fer. Il est au micro de notre correspondante Afaf Belmouchet. Ce projet, c'est vraiment emblématique du fait que quand on a un grand projet minier, c'est tout à fait optimal de créer une grande ligne de chemin de fer, donc ce qui s'est passé en Algérie. C'est aussi optimal, et ça c'est une vision qui est vraiment assez forte, que la SNTF utilise cette ligne de transport minier pour faire du transport de passagers. Parce qu'en Afrique, on a quand même des réseaux qui sont constitués
beaucoup pour l'exploitation des ressources minières ou des ressources naturelles. Et donc utiliser déjà du chemin de fer plutôt que des camions, c'est bien, c'est vertueux, et ça permet aussi le transport de passagers. Donc on est vraiment très heureux et on supporte beaucoup ce type de projet. Donc je pense qu'effectivement utiliser cette opportunité minière pour désenclaver un certain nombre de villes le long de la ligne, même si la densité n'est pas très forte, je pense que c'est une très bonne idée. Et évidemment, c'est la ligne minière qui va payer pour la ligne de passagers. Donc d'utiliser la rentabilité de l'exploitation minière pour faire du passager au moindre coût. Avec en plus le fait qu'on est encore dans des pays où on a une expansion démographique qui est forte, donc du coup créer une infrastructure qui supporte l'expansion démographique, qui supporte le développement économique, ça n'a que des avantages. Dans un pays comme l'Algérie qui a de grandes ressources minières, et ça c'est une chose qui est valable finalement depuis la création des chemins de fer, étant donné que c'est un transport massif, c'est-à-dire que c'est très adapté au transport de minerais, on a une rentabilité immédiate, immédiate, ou au moins avérée, pour des chemins de fer miniers. Donc de ce point de vue-là, c'est effectivement un peu un modèle de vision, c'est-à-dire que on crée une exploitation minière, on crée également le chemin de fer qui va avec. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment fait les deux, avec une vision de planification qui, à mon avis, est quelque chose qui doit être dupliqué, vraiment utilisé pour développer la connectivité au niveau africain. Enfin, je reprendrai la même idée. Ce qui est intéressant ici, c'est un peu la vision d'aménagement du territoire. C'est-à-dire on a évidemment des projets de grandes lignes minières, notamment en Australie, par exemple. Vous savez, par exemple, de l'exploitation de charbon, donc il y a des lignes extrêmement modernes qui rapatrient donc le charbon des grandes exploitations vers les ports. Mais on n'a pas vraiment une vision d'installer une connectivité ferroviaire avec ces lignes. C'est vraiment une vision purement d'exploitation. Si on a en tête un peu cette dialectique de ce type de ligne, ce qui est intéressant dans l'expérience algérienne, c'est que vous avez vraiment cette vision et que vous avez été capable effectivement d'imposer, dès la conception de la ligne, une cohabitation avec l'aménagement du territoire et l'exploitation de la SNTF. Bon, je pense que ce qui est très net avec l'Algérie, c'est la grande maîtrise technique. C'est-à-dire que au niveau de l'Algérie, que ce soit la Nesrif ou la SNTF, vous avez vraiment de très bons ingénieurs. Il y a une très grande maîtrise à la fois de la technique et des plannings, et une vraie vision d'aménagement du territoire. Par exemple, la façon dont sur le réseau vous avez déployé donc RTMS, qui est le système de signalisation européen, est assez remarquable. C'est une façon uniforme, ça marche extrêmement bien. Et puis je pense qu'il y a encore une fois, une vraie vision d'aménagement du territoire qui est très intéressante. C'était le directeur général de l'UIC qui évoquait l'importance de la ligne ferroviaire minière sud-ouest qui dessert Garage Villette avec des réserves avoisinant 3,5 milliards de tonnes de fer brut. Cette mine de Garage Villette est l'une des plus importantes en Afrique, mais aussi au monde. Pour arriver à son exploitation, de nombreuses infrastructures ont été réalisées. Une étape économique audacieuse selon les spécialistes qui qualifient le projet de propulseur de l'industrie sidérurgique. Walidi aussi. La mine de Garage Villette s'impose aujourd'hui comme l'un des projets structurants majeurs du pays. Avec des réserves estimées à plusieurs milliards de tonnes, le gisement a fait l'objet de plusieurs études rigoureuses et approfondies, et ce, dès 1968. C'est un des projets qu'on a le plus et le mieux étudié. C'était un immense gisement à ciel ouvert. Et donc les études ont commencé. En 1968, après la nationalisation des mines, c'est le 6 mai 1966, et la création de la SONAREM, l'un des premiers grands projets qu'on s'est mis à étudier, ce fut le projet de Garage Villette. Et à l'époque, on avait pris une très grande entreprise américaine, Tempo, une filiale minière de General Electric, la grande General Electric. Et on a fait des études une année après. On a fait des études aussi, on a poursuivi les études avec la firme allemande Krupp qui a étudié les projets. Indissociable de l'exploitation de la mine,
La ligne ferroviaire minière de Tindouf, Béchar, Garage Bilat constitue l'épine dorsale logistique du projet. Cette infrastructure permet ainsi l'acheminement du minerai dans les conditions optimales. Quand vous faites une voie ferrée comme cela, c'est toute la dorsale occidentale du pays qui va être développée. Nous avons d'autres gisements que nous allons mettre en valeur grâce à cette voie. Le gisement de manganèse de Guettara, le cuivre de Bab el-Bela et toute l'économie qui va se développer à Béchar, et dès 2035 va avoir besoin de minimum de 30 millions de tonnes de minerais utilisables par la réduction directe. Avec la mine et la ligne ferroviaire, l'Algérie transforme une richesse naturelle longtemps inexploitée en un véritable moteur industriel capable de peser durablement sur son économie. Économie toujours, et la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a mis en avant les progrès accomplis par l'Algérie ces dernières années, soulignant les bases déjà solides de l'économie algérienne. Lors d'un entretien accordé à l'APS, la directrice du FMI a salué notamment les mécanismes visant à améliorer le climat des affaires grâce à l'adoption, entre autres, des lois sur l'investissement, le foncier, à la création de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement et aux mesures de dématérialisation des services de l'administration publique qui facilitent les formalités administratives. Georgieva s'exprimait à la veille de sa participation à une conférence économique à Alger, organisée conjointement par la Banque d'Algérie et le FMI. Une cargaison de 380 bus a été réceptionnée hier soir au port de Djenjen à Djidjel. Il s'agit d'une deuxième vague importée dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel visant le renouvellement du parc national de transport de voyageurs. Abdelrahim Chemaouni et Maïcha Bout. En application des instructions des hautes autorités de l'État visant à renouveler le parc national de transport de voyageurs et à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens, une nouvelle cargaison de bus importés a été réceptionnée au port de Djenjen. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République visant l'importation de 10 000 nouveaux bus, nous avons réceptionné une cargaison de 380 bus de différents types. Une deuxième cargaison de 210 bus est programmée pour le 6 février prochain, toujours au port de Djenjen. Et comme vous avez pu le constater, l'ensemble des moyens matériels et humains a été mobilisé 24 heures sur 24 afin d'assurer le déchargement et la sortie de ces bus du port dans les meilleures conditions. Pour rappel, une première cargaison de 335 bus avait été réceptionnée dimanche dernier au port d'Alger. D'autres cargaisons du même genre sont prévues à travers plusieurs ports du pays. Clôture ce mercredi de la conférence des chefs de poste consulaires. Les participants, les consuls généraux et chargés d'affaires consulaires ont échangé durant 3 jours autour des préoccupations de la communauté nationale à l'étranger, les meilleurs moyens d'assurer les services attendus par cette frange et surtout de la manière d'impliquer pleinement les Algériens établis à l'étranger dans les affaires du pays, en faire un levier économique et des ponts entre l'Algérie et leur pays d'accueil. La communauté étant une composante à part entière. Je vous invite à écouter le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf. Assurer la protection juridique et consulaire aux membres de notre communauté établie à l'étranger vous impose d'accorder la plus grande attention à cette question, qui constitue le cœur même de l'action consulaire et sa finalité la plus noble, notamment à travers la défense des intérêts de nos concitoyens et la préservation de leurs droits face à toute injustice ou abus auxquels ils pourraient être exposés dans les pays de résidence. La valeur ajoutée attendue de telles rencontres réside dans 3 axes principaux. Premièrement, l'évaluation de la performance consulaire et la correction des insuffisances ou dysfonctionnements susceptibles d'apparaître. Deuxièmement, l'adaptation de cette action consulaire à l'évolution de la situation de notre communauté à l'étranger, en particulier à ses conditions de vie et de séjour. Troisièmement, la poursuite des efforts en vue du développement et de la modernisation de l'action consulaire afin de répondre aux préoccupations et aux aspirations de notre communauté.
Journée mondiale contre le cancer ce 4 février. La stratégie nationale de lutte contre cette maladie mobilise tous les moyens et tous les efforts, même dans le privé. Les soins sont gratuits, notamment pour les enfants, et ce grâce à des conventions signées avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Exemple dans ce centre anti-cancer à Tizi Ouzou, où Lardar Kaouane et Badia Amarni se sont déplacés. Les enfants atteints de cancer reçoivent gratuitement le traitement de radiothérapie dans cet hôpital privé. Je suis venue de la wilaya d'Aflou avec mon fils atteint d'un cancer du cerveau dans le cadre de la gratuité des soins consacrés par les hautes autorités du pays. Car vous n'ignorez pas que les tarifs de la radiothérapie sont excessifs. Ils lui ont fait une opération chirurgicale, une radiothérapie de 21 jours, ensuite une césarienne. Le bébé est en très bonne santé. C'est un miracle, une fierté pour l'Algérie. Notre service utilise les meilleures techniques de radiothérapie qui sont à la pointe de la technologie, l'IMRT et la technique stéréotaxique, qui est très précise. Elle permet le traitement des tumeurs, notamment du cerveau, que le chirurgien ne peut pas opérer. Nos malades peuvent désormais bénéficier de cette technique qui n'était pas disponible en Algérie, ce qui obligeait les malades à partir à l'étranger et débourser des sommes colossales pour en bénéficier. La convention de la Caisse nationale d'assurance sociale CNAS avec les cliniques privées pour la prise en charge des enfants cancéreux couvre totalement les frais des soins qui leur sont prodigués. La CNAS prend en charge les frais des soins prodigués aux enfants, y compris l'hébergement, la restauration et même le transport. Cette initiative s'inscrit dans une volonté politique de faire de la sécurité sociale un levier de solidarité pour les pathologies infantiles lourdes, incluant également des projets de création de centres d'oncologie pédiatrique. Ouverture hier de la 15e édition du Salon international des énergies renouvelables, énergie du futur et développement durable. Une centaine d'exposants nationaux et internationaux venus présenter les dernières innovations et avancées dans le domaine. Les ENR occupent désormais une importante place dans la politique énergétique du pays. Nawel Falari et Sami Derli. Près d'une centaine d'exposants ont pris part à ce salon international. Placé sous le thème du mix énergétique, cette édition met en avant les avancées enregistrées dans les domaines des énergies renouvelables, de l'hydrogène vert et de la décarbonation. Notre objectif est de promouvoir les différentes énergies renouvelables qui existent actuellement en raison des perspectives qu'elles offrent dans le domaine des énergies propres. Le deuxième objectif consiste à suivre la stratégie adoptée par les pouvoirs publics qui s'oriente vers la concrétisation d'un projet ambitieux aux enjeux majeurs, tant au niveau national qu'international. Cet événement revêt une grande importance, compte tenu du contexte international marqué par les changements climatiques. En Algérie, nous avons opté pour la technologie de l'osmose inverse pour le dessalement de l'eau, car comparée aux procédés utilisés actuellement, elle est moins énergivore. En Algérie, le choix s'oriente vers des technologies à faible consommation énergétique, à savoir la technologie de l'osmose, inversée notamment dans le domaine du dessalement de l'eau. Elle utilise le modèle PX, un système de récupération d'énergie qui nous permet d'économiser environ 40 à 50% de l'énergie. Notre entreprise s'est lancée dans le domaine des énergies renouvelables, que ce soit à travers les études, l'installation ou la distribution d'équipements d'énergie électrique, et ce, conformément à la stratégie de notre pays. Cette 15e édition se distingue également par la participation active des centres de recherche et de développement dans l'objectif d'orienter la recherche académique selon les besoins du marché et de transformer l'innovation scientifique en solutions concrètes et opérationnelles. La vision algérienne s'inscrit dans une perspective de transition énergétique progressive visant à diversifier les sources d'énergie, réduire la dépendance aux hydrocarbures et renforcer la sécurité énergétique du pays tout en soutenant le développement durable et l'innovation technologique.
Et cet entretien à présent, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Ben Mahdi, s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre saoudien du Hajj et de la Umrah, Tawfiq Ben Fawzan Al-Rabi'a. Les deux parties ont évoqué les moyens de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays dans le domaine de l'organisation du Hajj et de la Umrah. Les deux ministres ont par la suite présider une réunion d'orientation au profit des agences de tourisme et de voyage participant à l'organisation du Hajj et de la Umrah. Cette rencontre a été consacrée à l'examen des mesures organisationnelles visant à améliorer la qualité des services fournis aux pèlerins et à garantir les meilleures conditions pour l'accomplissement des rites. Habitat et des portes ouvertes ont été organisés par les offices de promotion et de gestion immobilière à travers différentes wilayas du pays ce mercredi. Elles visent à faire connaître les procédures de cession des logements publics locatifs au profit de leurs occupants et de recouvrement des arriérés de loyers. Ceci pour accompagner la décision de prolonger les délais d'accession à la propriété des logements publics locatifs jusqu'au 31 décembre 2026, mais également pour renforcer la conscience sur l'importance du respect du bien de l'État et la discipline dans le paiement des loyers. Pour rappel, une plateforme et l'application numérique Sekeni sont mises à la disposition des locataires pour déposer les dossiers d'accession à la propriété et de régler les montants dus en ligne. Le bilan opérationnel de l'ANP à présent, durant la semaine écoulée, dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont abattu 4 terroristes et récupéré 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 2 grenades et une quantité de munitions à Indefla, en première région militaire. Dans le même contexte, les terroristes respectivement dénommés KM, dit à Termidi, et HM, dit Nasreddin, se sont rendus aux autorités militaires de Bodj Bedi Mourtar et d'Ingazem en leur possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 fusils semi-automatiques, une quantité de munitions et d'autres effets, alors que des détachements de l'ANP ont arrêté 6 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, ont intercepté 76 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 11 quintaux et 38 kg de kiff traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 13 kg de cocaïne et plus de 4 500 000 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Bodj Bedi Mourtar, In Salah, Ingazem, Ilizi et Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 299 individus et saisi 29 véhicules, 194 groupes électrogènes, 159 marteaux-piqueurs ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 12 autres individus ont été appréhendés, 2 fusils mitrailleurs, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 fusils de chasse et 46 800 litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisis. Par ailleurs, 275 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. ها هو خوتي الدبي قطعوا له رجلو ها طاو عليه شوفوا رجلو فين راها طايله خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر
situation socio-économique alarmante au Maroc. La pauvreté, le chômage atteignent des records. L'absence de politique sociale aggrave la situation alors que le Marzen poursuit les démolitions et les spoliations au profit de l'entité sioniste. Baliza Djamda et Mechabout. Les Marocains ne décolèrent pas face aux décisions arbitraires du Marzen de les expulser manu militari de leur maison. La vérité, c'est que depuis 2016, on nous parle de changement. Depuis 2016, notre situation n'a jamais évolué, rien n'a changé. Ils entrent chez nous, dans nos propres maisons. Ici, les gens souffrent énormément. Ils prétendent vouloir élargir les ruelles. Mais regardez-les, elles sont déjà spacieuses. Pourquoi mentir ainsi? Ils dénoncent une manipulation dans la gestion de leurs dossiers de relogement. Nos dossiers ont été manipulés. Nous ne demandons rien d'extraordinaire, juste nos maisons et le droit de vivre en paix. Ne détruisez pas nos maisons. Ayez pitié de nous. Les familles croulent sous le poids de la dette. Des gens sont tombés malades. Cette situation est trop lourde pour nous. Parallèlement, une autre réalité tout aussi alarmante s'impose. Des commerces qualifiés d'informels sont fermés au nom de la lutte contre l'anarchie. Mais sur le terrain, ces espaces sont réattribués, privant les petits commerçants de leur unique moyen de subsistance. Ils nous confisquent nos biens. À ce stade, autant nous tuer. De quel droit parle-t-il? On n'en a aucun. On nous a chassés pour installer d'autres personnes à notre place. Pourquoi eux et pas nous? Selon quels critères? Ils sont marocains et pas nous. C'est là que toutes les questions se posent. Ils ne font qu'ajouter des problèmes à nos problèmes. Entre démolition et perte de moyens de subsistance, le citoyen marocain se retrouve pris en étau. Ces mesures illustrent une crise sociale profonde et un fossé grandissant entre les autorités et la population, laissant présager davantage de tensions. À Gaza, au moins 12 Palestiniens ont été tués ce mercredi dans des bombardements et des tirs sionistes dans différentes zones de l'enclave. Parmi eux, 5 Palestiniens ont succombé dans des attaques à Haï Zaytoun et Toufah. 3 autres ont été ciblés par des frappes au camp de réfugiés de Khan Younes. Les attaques de l'occupant israélien sont incessantes malgré la trêve en vigueur à Gaza. Retour dans le pays pour parler patrimoine. La vieille ville de Miliana a été classée au patrimoine architectural et urbanistique arabe par l'Alexo, une reconnaissance à la forte symbolique. La région a une valeur civilisationnelle et historique importante, nous dit Badia Amarni et Mariam Ben Abdelrahman. La richesse culturelle et civilisationnelle de l'Algérie vient d'être renforcée par le classement de la vieille ville de Miliana en tant que patrimoine architectural et urbanistique arabe par l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, Alexo. Ce classement est une reconnaissance pour cette ville riche de son histoire et de son patrimoine. Ce classement a une grande importance, d'abord pour l'Algérie, pour Ain Defla et pour toute la région. Cela permettra de préserver le patrimoine culturel, matériel et immatériel. Pour préserver la mémoire collective et le patrimoine culturel de Miliana, le siège du califat de l'émir Abdelkader a été inauguré après sa restauration, de même qu'une salle de spectacle baptisée Mohamed Boudiaf. La salle de cinéma de Khmis Miliana a été baptisée du nom de la défunte artiste Biouna. C'est un grand acquis pour les artistes, les intellectuels de cette ville. C'est un jour historique pour la ville de Khmis Miliana. C'est un grand honneur pour notre ville, un soutien à la culture et à la région pour développer cette salle et pourquoi pas diffuser de nouveaux films. Dans cette bâtisse, c'est le pavillon A qui hébergeait le siège du califat de l'émir Abdelkader. Sa rénovation depuis 2023 a permis de traiter les points les plus détériorés, étant donné que le lieu n'a jamais fait l'objet de restauration. Je suis contente car Khmis Miliana, c'est notre histoire, c'est la terre des Chouhada. La restauration effectuée est une bonne chose pour ne pas oublier notre histoire. Le classement de la vieille ville de Miliana au registre du patrimoine architectural et urbanistique arabe permettra la valorisation et la mise en exergue de cet héritage urbanistique et culturel à travers le lancement d'activités et de projets qualitatifs.
Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal.